C'est pas une question, c'était plutôt un peu une provocation pour la personne que vous êtes. C'est de dire à quoi servent... Enfin, on a des services fiscaux qui sont quand même encore assez gigantesques. Et à quoi est-ce qu'ils servent face à l'international? Puisque visiblement, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut rien faire. Voilà. Si je dirais, j'ajouterais autre chose, c'est que ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre discours, c'est d'avoir scindé ça en deux parties, c'est-à-dire les entreprises et puis les privés. Et là encore, les entreprises peuvent faire tout ce qu'elles veulent, quasiment, surtout les grands groupes en particulier, ils arrivent à faire ce que vous nous avez montré. Inversement, finalement, le particulier ne peut pas faire grand-chose. Bon, il y a des niches fiscales, mais comme vous disiez tout à l'heure, je pense que les niches fiscales, elles vont se tarir à un moment donné. C'est peut-être ça un petit peu l'idée. Ça veut dire que les entreprises continueront à faire ce qu'elles font, et les particuliers sont de plus en plus plumés, entre guillemets. Voilà, donc c'était que des constatations. Alors, à quoi servent les services fiscaux? Alors, c'est vrai qu'à l'international, oui, je vous dis, on fait beaucoup de décalage. Bon, on a aussi quand même des dispositifs qui sont pas forcément complètement satisfaisants, mais qui quand même ont le mérite de rapatrier un certain nombre de sommes qui jusqu'ici avaient été dissimulées. Vous savez qu'on a une cellule nationale maintenant chargée de la régularisation en fait des comptes à l'étranger. Il faut que les personnes aient décidé de régulariser leur situation. Sinon, on ne va pas les chercher, on n'a pas les moyens d'aller les chercher. Mais ça a permis quand même de rapatrier un certain nombre de fonds comme ça qui avaient été dissimulés à l'étranger. C'est pas vrai qu'en France d'ailleurs, je sais que l'Allemagne a fait la même chose aussi. Est-ce que les vérificateurs pourraient être plus efficaces? Oui, je le crois quand même. Je crois quand même qu'il faut leur donner des outils simplement, là encore. C'est vrai, mais c'est pas vrai que, parce que là on a quand même beaucoup parlé de fraude fiscale internationale. Bon, je l'ai fait sciemment, parce que pour moi c'est là que se situe l'enjeu majeur. Mais il y a aussi de la fraude en France, et on a besoin d'outils fiscaux, on a besoin d'outils juridiques pour pouvoir combattre la fraude fiscale. Malheureusement, au nom de la liberté, entre le moment où je suis entré en 1980 et aujourd'hui, on a perdu des outils, clairement, des outils juridiques. On s'est fait couper un peu les bras par le législateur au nom de la liberté et de la liberté d'entreprendre. Et en plus, grâce au déficit public, parce que si vous mettez le déficit public dedans, vous avez tous les services publics qu'on veut réduire. Oui, ça a aidé, les suppressions de postes. Mais en dehors des suppressions de postes, je vous dis, par exemple, sur la fraude en France, on n'a pas vraiment baissé la garde pour l'instant encore. Parmi toutes les suppressions d'emplois, les différents gouvernements successifs avaient décidé de sanctuariser les services de contrôle. Ça n'est plus tout à fait vrai depuis 2 présidences. On a commencé à taper dans les services de contrôle pour les plus petites fraudes, quoi, pour les plus petits contribuables. Où il n'y a pas de fraude. Bon, pardon ? Où il n'y a pas de fraude. Ah si, il y a de la fraude aussi. Il y a de la fraude aussi, mais les enjeux sont moins importants. La fraude à la TVA, par exemple, essentiellement. On n'a pas restreint le rôle des brigades de vérification. On n'a pas tapé dans les brigades de vérification pour la vérification sur place, donc pour les vérifications de comptabilité des sociétés. Jusque-là, on n'a pas tapé dans les effectifs. Par contre, on a tapé dans les effectifs du contrôle sur pièce, c'est-à-dire du contrôle des dossiers du bureau. Le contrôle des dossiers des sociétés du bureau, là, on a commencé à taper dans les effectifs. Et puis, on a réduit les contrôles sur les particuliers. Et sur les particuliers, ça peut aussi, parfois, les particuliers, je vous le disais, ce sont des professions qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Je vous en ai cité tout à l'heure. Mais si vous prenez les revenus d'un notaire, si vous prenez les revenus d'un radiologue, ça mérite qu'on s'y penche quand même, parce que c'est...
en termes d'équité par rapport au SMICAR, pas au SMICAR, mais au double SMICAR, quoi. Un foyer de SMICAR qui va commencer à payer des impôts. Ça mérite qu'on se penche quand même sur ces revenus qui sont beaucoup plus importants. Sur le fait que la fraude concerne les entreprises, c'est pas que les entreprises. D'une manière générale, la fraude, c'est ce que je vous disais, qui a intérêt à frauder? L'entreprise en soi, elle n'a pas d'intérêt à frauder. Il y a forcément des particuliers derrière. Elle n'a pas de cerveau, l'entreprise. Elle n'a pas d'intérêt, elle n'a pas de pulsion de possession, l'entreprise. Il faut que ce soit les dirigeants et les actionnaires. Ce sont des particuliers. Hein. Donc il y a ça. Et puis d'autre part, même en tant que particulier, la fraude fiscale, elle est aussi favorisée au plan international. C'est ainsi que, quand je vous donnais un exemple que j'avais appelé Lilian Bétanlon, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Liliane Bettencourt, qui ne paie pas d'impôts. Hein. Mais comment elle ne paie pas d'impôts? Parce qu'elle s'est organisée au niveau international. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si vous achetez des appartements dans un pays paradisiaque, par le biais d'une société civile montée à Hong Kong, c'est bien un particulier qui va faire l'opération là, c'est pas une société. Hein. Et ça va lui bénéficier directement. Est-ce qu'il y a des pays en Europe qui sont plus vertueux, dans lesquels il n'y a pas de fraude, où il y en a moins? Bon, je pense à l'Allemagne, par exemple, qu'on nous cite. Je ne sais pas si l'Allemagne est plus vertueuse, j'en suis pas sûr. Regarde ce qui s'est passé, par exemple, avec les fraudes en matière de pollution sur le diesel. Et je te disais, sur la liste noire, par exemple, le Liechtenstein ne figure pas sur la liste noire des Allemands. Il y a sûrement une raison. Il n'y a pas... L'Autriche, par exemple, l'Autriche est un paradis ouvert. Hein. C'est vrai que l'Allemagne en tant que telle, comme la France, ne sont pas des paradis fiscaux, eux. Contrairement à l'Angleterre, par exemple. Et puis les pays du Nord, qui globalement, là encore, sont quand même mieux placés. On n'en entend pas parler, hein, beaucoup, quoi. Ce qui n'empêche que leurs entreprises, peut-être... mais je ne sais pas. Là, franchement, je n'ai pas l'info. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, par exemple, quelle est la politique d'IKEA. Ça serait intéressant de savoir quelle est la politique d'IKEA. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec tout ce qui a été dit avant, parce que moi, je suis un peu abasourdi parce que ça donne le vertige, tout ce que vous avez annoncé là. Mais en même temps, je voulais savoir pourquoi certains évadés fiscaux se repentissent en ce moment, quel est leur intérêt par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire encore partout, d'après ce que j'ai bien compris de ce que vous avez expliqué. Et qu'est-ce que ça représente et au niveau fiscalité aussi, pourquoi certaines personnalités très connues quittent la France en disant que c'est plus possible de vivre en France pour eux, etc. C'est deux aspects des choses, ceux qui reviennent et ceux qui sont pourquoi, quoi. Qu'est-ce qui peut les motiver aussi bien les uns que les autres? Est-ce que où est la vérité entre les deux, quoi? Alors je vais répondre dans le désordre, c'est-à-dire je vais répondre d'abord à votre deuxième question. En ce qui concerne l'exil fiscal, il a été très surmédiatisé. Il a été très surmédiatisé, c'est-à-dire qu'en fait, il représente peu en nombre d'exilés et il représente peu en montant. On l'a chiffré pour l'impôt sur la fortune, puisque c'était un des motifs, si vous voulez, de la suppression de l'impôt sur la fortune. On disait, il faut supprimer l'impôt sur la fortune parce que les gens s'exilent. Bon, en fait, les études montrent que c'est pas vrai. Il y a un très faible nombre d'exilés. En plus, parmi ces exilés, on mesure pas, on est incapable de mesurer ceux qui réellement s'expatrient pour des raisons fiscales. Parce qu'on a des tas de raisons de s'exiler. On peut être chercheur, par exemple, et puis vouloir aller s'installer dans la Silicon Valley, certes pour des raisons fiscales, mais peut-être pas forcément que pour des raisons fiscales. Ça, c'est un peu comme pendant longtemps, quand existait la taxe professionnelle, on disait pour attirer les entreprises, il faut une faible taxe professionnelle. C'était faux. C'était pas du tout les motifs d'installation d'entreprise qui étaient déterminants. C'est
pas le niveau de la taxe professionnelle qui déterminait les implantations. Ils ont d'autres stratégies plus importantes que celle-là. Donc là, c'est un peu pareil pour les exilés. En ce qui concerne le rapatriement des fonds cachés à l'étranger, l'exposition médiatique liée aux affaires qui ont été révélées par les lanceurs d'alerte et qui ont conduit aussi à des réunions internationales, comme je vous le disais, avec des échanges de renseignements automatiques désormais qui vont être mis en place, notamment au niveau de l'Union européenne, font que pour certains, ça devenait trop compliqué. Ça devenait insécurisant, parce qu'il y a quand même cet aspect des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas le mettre au Liban ou en Syrie aujourd'hui. Ils choisissent des endroits quand même où il faut qu'ils soient sûrs. Il faut qu'ils soient sûrs du pays et sûrs de retrouver leur argent, de ne pas le perdre. Ça se retrouve d'ailleurs sur les forums. Si vous allez sur les forums vous allez par exemple sur un forum qui doit s'appeler Paradis fiscaux, et donc où on vous explique comment faire, etc., de la même manière que celui que je vous ai montré là, et où on a des forums où les gens s'expriment et disent « Ah bon, mais alors on peut faire comme ça, mais moi j'aimerais bien pouvoir faire comme ça, etc. » Et là vous voyez que les gens s'interrogent en disant « Mais là, oui, ok, d'accord, donc aujourd'hui vous me dites que c'est Panama qui est le plus sûr, mais est-ce que c'est un pays politiquement qui est sûr? Est-ce que vous pensez que je prends des risques en mettant mon argent là-bas ?» Donc ça, ces procédures nouvelles d'échange de renseignements, ce brassage médiatique, ça a incité certains à régulariser leur situation parce qu'ils commençaient à avoir peur, en fait. C'est ça le truc, c'est pour ça. Alors peut-être qu'ils sont trop heureux, hein. Mais d'autres ont réagi différemment. Ils ont réorienté leur stratégie de fraude en fonction des éléments qu'ils avaient à disposition. Est-ce qu'on a une idée du recouvrement, là, du retour de ces exilés fiscaux en France? Combien ça rapporte de recettes additionnelles au budget de l'État ces dernières années? Oui, on le sait, mais je ne pourrais pas te dire parce que je n'ai pas retenu le chiffre. J'ai pas le chiffre en tête, mais oui, il est connu. Oui, on a la cellule de... Parce que en plus, c'est assez facile dans la mesure où tous ces dossiers d'exilés fiscaux sont traités par une cellule nationale. Tous ces dossiers remontent systématiquement. La consigne qui est donnée au service, c'est si vous avez un contact, une personne qui veut rapatrier ces fonds, hop, vous nous remontez, c'est une cellule nationale qui règle tout ça. Parce que, alors, en théorie, je dis en théorie parce que c'est l'appartement témoin, je pense qu'on ne peut pas dire autrement. Je ne suis pas sûr que dans la réalité, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles peut-être on a une cellule nationale unique. En théorie, on applique à ces fonds toutes les pénalités avec toute la rigueur voulue pour que ce soit, je dirais, juste, eu égard à l'égalité entre les citoyens. Mon expérience aux impôts me fait un peu douter de la réalité de ça. Il doit y avoir moyen de négocier le montant des pénalités. Alors, dans quelle mesure, je ne sais pas, hein, dans quelle... mais... Moi, j'ai cru comprendre que si le rapatriement était spontané, il n'y avait pas de pénalité. Si, il n'y a pas de poursuite pénale, par contre. Ah, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de poursuite, hein, par contre, ce qui est déjà beaucoup. Vous avez un retard, vous payez 10%. Ah oui, mais là, il paye plus que ça. Hein. Je pense qu'en termes de pénalité, parce que là, on est plutôt dans les 40%. 30 millions de normalement. Français qui travaillent, ils ont une pénalité, ça fait quand même quelques sous. Oui, non, mais ça, je sais. Est-ce qu'on peut espérer un frémissement en matière d'harmonisation fiscale au niveau européen? L'intérêt des États, c'est quand même d'encaisser des impôts pour pouvoir Un frémissement peut-être. Vraiment, il faut se poser la question. C'est toujours chacun pour soi. Alors, on a des objectifs. Hein. On a des objectifs en matière d'impôt sur les sociétés. L'objectif, il est de ramener le niveau d'imposition de 30 à 20%. Le problème, c'est que c'est dans ce sens-là, quoi. C'est par le bas, ouais.
L'harmonisation, elle ne va pas se faire vers le haut. Hein. Donc, Encore, c'est la France et l'Allemagne pour l'instant. C'est pas tous les pays. Pour l'Irlande, alors. l'Irlande, je vous dis, est à 12,5. L'Autriche. Je ne sais pas quel taux. Je ne connais pas individuellement tous les taux d'impôt sur les sociétés, mais je n'exclus pas qu'on aille vers une harmonisation. Enfin, mais si c'est le cas, ça sera une harmonisation vers le bas. Ça, c'est une certitude. La question, c'est est-ce que vous voulez vraiment est-ce qu'on veut vraiment d'une harmonisation? C'est ça aussi, hein, parce que s'il y a consensus européen pour avoir un impôt sur les sociétés à 10%, à mon avis, ça se fera. Hein. Ça se ferait. Même l'Irlande serait d'accord. Même l'Irlande serait d'accord. Hein. Et, C'est l'unanimité qui est demandée dans ce cas-là. oui, mais bon, ces recettes-là, va falloir qu'on les prenne quelque part. Donc si on ne les prend pas là, soit on les prend dans votre poche par l'impôt sur le revenu, ou soit on les prend dans votre poche par la TVA. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en termes on annule les dépenses. le niveau des Supprime les services publics. le niveau d'imposition à l'impôt sur les sociétés était de 50%. Je parle en France. Il était de 50%. On en est rendu à 30%, et l'objectif c'est 20%. Si vous baissez de 10 points l'impôt sur les sociétés, c'est 10 milliards, quoi. Alors ça, c'est dans le même sens que l'évolution du partage des profits, qui depuis 20, 30 ans, 40 ans, est en défaveur des salariés Bien sûr, par rapport aux revenus du capital. tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire que, oui, l'évolution que vous décrivez, elle est réelle. C'est-à-dire que dans la valeur ajoutée, si vous voulez, il y en a une partie qui est plus importante, qui revient aux actionnaires. Et sur cette partie plus importante qui revient aux actionnaires, l'imposition a diminué. C'est gagnant-gagnant, oui, c'est ça. C'est comme dit le personnage, là. Et finalement, à part le pouvoir et l'argent, vous avez quoi? Bah, tout. Mais ça, c'est quand même dû à des réglementations, des lois, des éléments légaux quand même qui se sont faits. Oui, bien sûr. Donc ce qui a été fait dans un sens, est-ce que ça peut pas se faire dans l'autre? Alors, ce que je vous disais, c'est ce qu'on peut faire dans un sens, par exemple, c'est baisser l'impôt sur les sociétés dans tous les pays d'Europe. À mon avis, on aurait une majorité de pays capables de signer ça. Par contre, remonter l'impôt sur les sociétés à 50% dans tous les pays d'Europe, ça, vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez pas les signatures. Vous n'arriverez pas à avoir un consensus. Pourquoi? Parce qu'on a... alors là, on va faire de la géopolitique. Je ne sais pas... ce phénomène, si vous voulez, il date... En gros, on peut dire... je ne sais pas si, Philippe, tu vas me dire si tu es d'accord. Moi, je le situe aux alentours des années 70-80. Ça a été le tournant. C'était le tournant... Années 80, milieu des années 80. Ouais. La construction européenne. Ouais. Ah non, mais c'est au-delà de ça, parce que moi, je pense que le taux de l'IS est encore à 50% au début des années 80. Oui, mais globalement, l'inversion s'est faite à partir du moment où on a compris que le bloc soviétique allait s'effondrer. À partir de ce moment-là, on s'est dit, ah ben ça y est, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. En gros, c'est ce qui s'est passé. Et c'est réellement ce qui s'est passé. C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les possédants n'ont plus peur de rien. Avant, ils avaient peur. Maintenant, ils n'ont plus peur de rien. Rien ne leur fait peur. C'est le constat. Hein. Enfin, je ne sais pas, là, moi, c'est un débat. C'est mon point de vue. Mais, donc là, tant qu'ils n'auront pas retrouvé des oppositions et des contre-pouvoirs,
je ne vois pas ce qui peut les empêcher de continuer dans la... C'est pour ça que dans chaque pays, un contre-pouvoir est important. Si vous n'avez pas un contre-pouvoir, Ben oui, bien sûr. La fiscalité nous emmène toujours un peu plus loin. Parce que, évidemment, c'est le reflet du fonctionnement aussi d'une société. Bon,